Mes parents ont divorcé quand j'étais en maternelle. Ce fut une période difficile pour moi, mais je ne vais pas t'ennuyer avec les détails, alors je vais te raconter quelque chose que je peux partager. J'ai fini par vivre avec mon père quand j'étais en primaire. Nous vivions dans un appartement. Mon père n'était pas riche, ni sa famille, mais je dirais que nous n'étions pas pauvres non plus. J'avais l'impression de mener une vie normale. Cela s'est passé quand j'étais en 6e année de primaire, j'avais environ 11 ans. Après l'école, j'avais des entraînements de volley-ball et, ensuite, je rentrais chez moi à pied. Je suis une fille, au cas où ce serait important. Normalement, une amie rentrait avec moi, mais ce jour-là, elle était malade, je crois, donc j'ai dû rentrer seule. Ce jour-là, je suis sorti de l'école vers 5 heures de l'après-midi, un peu plus tard que d'habitude pour moi. Comme c'était l'hiver, il faisait déjà nuit dehors. Ma maison était à environ 25 minutes de marche de l'école et comme nous vivions dans une zone rurale, il n'y avait pas beaucoup de réverbères. À cet âge, j'avais peur de marcher seul pour rentrer chez moi, alors j'ai essayé de marcher aussi vite que possible, même si j'étais un peu fatigué à cause de l'entraînement. J'avais l'impression d'avancer à bon rythme. Environ 5 minutes après le début de mon trajet, j'ai remarqué qu'un homme d'une trentaine d'années marchait derrière moi. Ce n'aurait pas été très inquiétant en pleine journée, mais comme il faisait nuit et que j'étais seul, je me suis sentie nerveuse. Mon cœur battait fort. Et si on m'enlève, comme aux informations, pensais-je, me sentant paranoïaque. J'ai accéléré le pas. Je ne savais pas si c'était mon imagination, mais j'avais l'impression que chaque fois que j'accélérais, il accélérait aussi. Dans ma petite ville, il n'était pas habituel de voir beaucoup de gens dans la rue après la tombée de la nuit. Tout le monde était habituellement chez soi à se détendre une fois la nuit tombée. Du moins, c'est ainsi que je le percevais. C'est pourquoi, si quelque chose m'arrivait, il n'y aurait personne aux alentours pour m'aider ou même voir ce qui se passait. Plus je laissais ces pensées effrayantes envahir mon esprit, plus mes jambes se déplaçaient vite. J'étais déjà près de chez moi, mais je me suis arrêté à un feu rouge juste en face de ma rue. J'ai décidé de profiter de l'occasion pour regarder derrière moi. L'homme que je pensais me suivre n'était plus là. J'ai ressenti un soulagement et supposé que j'avais peut-être exagéré les choses dans mon esprit. J'ai ralenti mon rythme, reprenant ma marche normale, j'ai traversé la rue et je me suis dirigé vers notre immeuble. Puis, j'ai jeté un œil en arrière pour vérifier, et l'homme que je pensais m'avoir suivi était de retour. En le voyant à nouveau, j'ai senti ma peau se hérisser. J'étais tellement effrayé que j'ai commencé à courir. J'ai monté les escaliers jusqu'à notre étage, j'ai rapidement sorti mes clés de mon sac, j'ai ouvert la porte et je suis entré en courant. Nous vivions au 2e étage. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai entrouvert les rideaux pour regarder dehors. L'homme de tout à l'heure se tenait dans la rue, me regardant d'en bas. J'avais tellement peur que quelque chose de terrible n'arrive que je ne pouvais pas le quitter des yeux. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai regardé fixement et finalement, il s'est éloigné lentement du bâtiment. Environ 2 heures après le départ de l'homme, mon père est rentré du travail. Je voulais lui dire ce qui s'était passé, mais je ne voulais pas l'inquiéter. Il semblait toujours sous beaucoup de pression et stressé, alors je ne lui ai rien dit. 1 mois environ s'est écoulé, et bien que je pensais souvent à ce jour-là, rien n'a changé ou ne s'est produit pour me rendre inquiète. Cependant, environ 2 mois après ce jour-là, un dimanche matin, vers 8 heures, quelqu'un a sonné à notre porte. Mon père se préparait pour aller au travail, alors je suis allé ouvrir la porte et j'ai regardé par le judas. Il y avait 2 hommes en costume debout devant. Je leur ai demandé qui ils étaient à travers la porte fermée et l'un d'eux a répondu qu'ils venaient de la mairie, donc, naturellement, j'ai ouvert la porte. Dès que j'ai ouvert, l'un des hommes a mis son pied dans l'encadrement pour empêcher la porte de se refermer. J'ai eu très peur. Puis, l'un d'eux a dit « Nous devons avoir une conversation un peu difficile avec votre père, est-il là ?» Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai appelé mon père. Quand il est venu à la porte, il semblait reconnaître ces 2 hommes. Ensuite, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Va attendre dans la cuisine ». L'attitude de mon père a changé en 1 seconde après avoir vu ces 2 hommes. Je voulais savoir qui ils étaient et pourquoi ils avaient besoin de lui parler de quelque chose de difficile. J'ai donc décidé de rester dans le couloir, juste au coin de l'entrée, pour écouter et en savoir plus. Je pense que mon père a réalisé que je n'étais pas allé jusqu'à la cuisine et que j'étais encore dans le couloir, car il a dit aux 2 hommes « Messieurs, on parle dehors ?» Ils sont sortis et mon père les a suivis, puis il a fermé la porte. Ils ont parlé dehors pendant environ 1 heure et je n'ai pas pu entendre un mot de leur conversation. Quand mon père est revenu à l'intérieur, il est resté silencieux. Alors, je lui ai demandé au sujet des 2 hommes, ces types étaient-ils vraiment de la mairie ?
Il m'a répondu « Ce n'est pas un gros problème, tout va bien, d'accord ?» Cela semblait être la fin de la conversation. Il ne voulait pas parler du sujet des 2 hommes étranges à la porte avec moi de nouveau. 3 jours plus tard, je me suis réveillé le matin pour aller à l'école, comme toujours. Je m'attendais à voir mon père se presser pour se préparer pour le travail, comme tous les jours, mais la maison était silencieuse. En fait, je ne l'entendais pas du tout. Je me suis levé et je l'ai appelé, mais personne n'a répondu. J'ai supposé qu'il était déjà parti au travail, donc je n'ai pas trop réfléchi à la question. Je me suis préparé et je suis parti pour l'école. Je suis rentré à la maison comme d'habitude et j'ai attendu son retour. 1 heure est passée après son heure de retour habituelle, puis 2 heures, puis 3, et il n'était toujours pas là. Il était environ 9 heures du soir quand j'ai décidé de chercher quelque chose dans le réfrigérateur pour dîner. Je ne savais pas quoi faire après mon dîner improvisé, alors je suis allé me coucher à l'heure habituelle, en espérant que tout reviendrait à la normale le matin. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, je savais déjà, avant même de sortir du lit, que mon père n'était pas à la maison. Je pouvais le sentir à cause du silence et de la tranquillité qui régnait dans l'appartement. Je me souviens que c'était un samedi, et il n'y avait pas d'école. Je me suis réveillé très tôt ce matin-là. Normalement, j'aimais dormir tard le week-end, mais je ne pouvais pas me reposer tranquillement. Je ne savais pas où était mon père. J'ai reçu un appel vers 7 heures du matin. C'était ma tante, la femme du frère de mon père. Elle m'a juste dit « Tu vas bien ? Je viens te chercher maintenant, d'accord ?» Environ 30 minutes plus tard, elle était là, sonnant à la porte. Elle m'a dit de préparer les affaires dont j'avais besoin pour l'école et quelques vêtements. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, alors j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Quand j'ai fini de faire mes bagages, elle m'a dit que je resterais chez elle cette nuit-là. Je suis monté dans la voiture avec elle et nous sommes partis. En arrivant chez elle, j'ai vu mon oncle assis avec un verre de whisky, l'air très sérieux. C'était un homme chauve, et si mon père avait perdu tous ses cheveux, ils auraient presque l'air identiques. Il n'a pas tourné autour du pot, il a simplement dit « Tu resteras chez moi à partir de maintenant. Je suis désolé, mais ton père ne reviendra pas à la maison. Tu devras aller à l'école depuis ici. » J'étais en larmes, et évidemment bouleversé. Je me souviens de lui avoir demandé pourquoi, encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse par me dire « On dirait que ton père avait beaucoup de dettes. » Après quelques jours, des semaines et des mois, j'ai fini par comprendre que mon père m'avait quitté pendant la nuit ou qu'il avait peut-être été emmené par des agents de recouvrement. Je suis sûr que l'homme qui m'avait suivi de l'école ce jour-là était un agent de recouvrement et que les 2 hommes suspects venus à notre porte en disant qu'ils étaient de la mairie étaient également des agents de recouvrement. Tout cela s'est passé il y a longtemps. Je n'ai pas vu mon père depuis 15 ans. Je ressens beaucoup de choses différentes à ce sujet et je ne suis pas toujours sûr de savoir comment exprimer ce que je ressens. Depuis, j'ai entendu une rumeur selon laquelle mon père serait maintenant handicapé et vivrait dans une institution. Mais ce n'est qu'une rumeur, je suppose. Même si je savais où le trouver, je ne suis pas certaine de vouloir le faire. J'aime lire des histoires d'horreur en ligne et je voulais simplement partager mon expérience terrifiante car mon père a disparu au milieu de la nuit quand j'étais à l'école primaire et je pense que je n'ai jamais vraiment réussi à m'en remettre. C'était les vacances d'été et ma famille et moi n'étions pas partis en voyage comme à chaque vacances. J'avais seulement 8 ans et ma petite sœur en avait 3. Nous jouions avec d'autres enfants qui vivaient dans le même immeuble que nous, mais à différents étages. Ce n'est pas exactement un immeuble d'appartement, c'est plutôt une maison à plusieurs étages. La porte d'entrée est un peu plus loin et c'est la seule entrée et sortie du bâtiment. Comme nous jouions au rez-de-chaussée, toute personne entrant ou sortant du bâtiment serait visible pour nous et nous la saluions toujours, car tous les locataires nous connaissaient et nous les connaissions aussi, ainsi que leurs familles. Une nouvelle personne qui visite un locataire est rare, mais pas impossible. Juste à côté de la grande porte d'entrée, il y a une petite fenêtre de style ancien avec des barreaux, mais elle a une petite ouverture en bas. Nous étions en train de jouer quand je me suis fatigué et je me suis assise sur une des chaises du porche. De là, la fenêtre était à ma droite et je pouvais voir clairement la fenêtre et la porte. Je regardais simplement quand j'ai remarqué un homme qui fixait la porte. Ce n'est pas une porte pleine, donc il pouvait voir ma sœur et mes amis à travers elle. Je me suis inquiété en me rendant compte qu'il ne cherchait même pas à détourner le regard. Il les regardait fixement.
Je me suis tourné là où j'étais assise pour faire signe à mon amie de se déplacer de l'autre côté, hors de sa vue, mais elle n'a pas compris. Frustré, je me suis retourné et j'étais sur le point de me lever quand mon regard a croisé celui de l'homme, et maintenant, il me regardait moi. Mon corps s'est figé et j'ai ressenti une peur qui montait le long de mon dos. Je ne pouvais pas bouger. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai continué à le regarder et, tout à coup, il a commencé à sourire. Et quand je dis sourire, je veux dire un sourire d'une oreille à l'autre. Cela m'a terrifié jusqu'à l'âme, alors j'ai rassemblé un peu de courage, je me suis levé et j'ai couru vers mes amis. Je ne leur ai rien dit, je leur ai juste demandé de monter avec moi, ce qu'ils ont heureusement fait sans poser de questions. Je n'ai rien dit à mes parents, car je pensais qu'ils m'interdiraient de descendre pour jouer. Le lendemain, nous sommes retournés jouer, et j'ai regardé par la fenêtre juste pour m'assurer qu'il n'était pas là. Heureusement, il n'y était pas. Ou c'est ce que je pensais. 15 minutes plus tard, je l'ai revu. Il était encore debout au même endroit, nous regardant. Me regardant moi. J'ai essayé de rester calme parce que mes amis ne savaient rien de lui. Mais je n'ai pas pu le faire longtemps, alors nous sommes remontés encore une fois. D'après ce que je me souviens, cela s'est passé pendant 3 ou 4 jours. Et maintenant mes amis ont commencé à se plaindre que je ne les laissais pas jouer et qu'ils devaient rentrer plus tôt que prévu. Le 5e jour, j'ai décidé de ne pas y prêter attention et de me concentrer sur le jeu. Cet après-midi-là, nous jouions au cricket et j'étais en train de frapper. J'ai frappé la balle avec force, la faisant passer par-dessus la porte, ce qui était très normal, car selon nos règles, celui qui la lançait dans la rue devait aller la chercher. Mon cœur a commencé à battre vite parce que je pouvais voir son sourire s'élargir, devenant plus terrifiant. Il est allé vers la balle dans la rue et l'a ramassée. Puis il a tendu la main, me faisant signe de m'approcher pour la prendre. J'étais terrifié à ce moment-là, mais je devais y aller, alors je l'ai fait. Dès que je suis arrivé pour prendre la balle de sa main, il s'est penché, s'approchant de mon oreille, et ses paroles résonnent encore clairement dans mes oreilles, jusqu'à aujourd'hui. Je suis un homme bon. Regarde vers la fenêtre quand tu rentreras. Je te laisserai quelque chose là-bas. Cela m'a donné des frissons, et j'ai couru à toute vitesse. Quand nous avons fini de jouer, je l'ai vu glisser un morceau de papier par cette petite ouverture. Ensuite, il m'a regardé, a souri et m'a fait signe de la main. J'ai pris le papier et je l'ai ouvert. Il avait écrit son numéro de téléphone et m'avait demandé de l'appeler précisément à 2 heures de l'après-midi. Je savais qu'à cette heure-là, mes parents dormaient. Il disait aussi que, si je ne le faisais pas, la vie de mes amis serait en danger. Étant une petite fille de 8 ans, je ne savais pas quoi faire d'autre, alors je l'ai appelé depuis le téléphone de ma mère. Il a répondu, et je n'ai pas eu le courage de dire quoi que ce soit, alors je suis restée silencieuse. Il a dit « Tu es une gentille fille, comme moi, tu devrais venir avec moi. Sors dehors, je t'attends pour te récupérer. » Comme je vivais à l'étage supérieur, je suis allé sur le balcon et il était vraiment là, près de la porte, me regardant directement, me faisant signe de la main et souriant. Je n'ai pas pu me contenir plus longtemps, alors j'ai commencé à pleurer et j'ai raccroché. Je suis retourné en courant dans ma chambre et j'ai pleuré sans m'arrêter. Heureusement, ma mère ne s'est pas réveillée et j'ai pu me soulager complètement. Je n'ai plus osé sortir pendant les semaines suivantes et tout le monde me posait des questions à ce sujet. Pourtant, je n'ai rien raconté. Ce type a aussi cessé de venir. Je ne me souviens pas du moment exact où il a arrêté de venir, mais il l'a fait et j'ai ressenti un soulagement. Avec le temps, cette expérience a commencé à s'effacer et j'ai grandi. Avançons de 10 ans, j'avais 18 ans et ma mère m'a demandé d'acheter quelques snacks. J'ai pris ma sœur et nous sommes sortis. Le magasin où je devais aller était au bout de la rue, à quelques maisons, donc ce n'était pas très loin. J'attendais dans la file d'attente quand j'ai commencé à me sentir mal à l'aise à cause de l'homme derrière moi, car il continuait de me pousser. Agacé, je me suis retourné pour réaliser que c'était le même homme. Mon visage est devenu pâle et j'ai senti mon cœur battre dans ma gorge. J'ai essayé de ne pas paniquer et de me calmer en me disant qu'il ne pouvait rien faire en public. Il y avait beaucoup de monde et cela m'a donné un sentiment de sécurité. Dès que ce fut mon tour, j'ai sorti mon portefeuille précipitamment pour payer, mais il s'est avancé et a essayé de payer. Le propriétaire du magasin le regarda étrangement, puis me regarda moi, car j'étais une cliente régulière et c'était la première fois qu'il voyait cet homme. J'ai quand même payé et le propriétaire lui a poliment demandé de retirer son argent. J'ai donné le sac à ma sœur et lui ai demandé de rentrer à la maison et de prévenir maman au sujet de l'homme qui nous suivait, au cas où il m'attaquerait.
De cette façon, j'aurais du soutien et elle serait en sécurité aussi. Notre maison était visible depuis le magasin, alors j'ai attendu qu'elle entre. C'était maintenant mon tour de rentrer à la maison. Dès que je suis sorti, l'homme m'a suivi et a dit quelque chose comme « Maintenant tu es une belle femme, allons discuter ». J'ai continué à marcher, mais comme nous étions déjà loin du magasin, il a commencé à marcher plus vite et j'ai dû accélérer aussi. Je pouvais sentir ma peau se hérisser. J'ai commencé à courir et je pouvais voir qu'il s'approchait de ma vitesse quand le propriétaire du magasin l'a appelé à haute voix en disant qu'il avait encore de l'argent sur le comptoir et en lui demandant de revenir. Cela m'a donné suffisamment de temps pour entrer et verrouiller la porte. Je ne l'ai pas revu depuis ce jour et cela fait 2 ans. J'ai maintenant 20 ans et j'espère ne jamais le croiser à nouveau. J'espère ne jamais le revoir, peu importe où. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a laissé une paranoïa terrible et l'idée de le voir quand j'aurai 28 ans me terrifie. J'ai tout raconté à ma mère après cela, mais comme mon père vit dans une autre ville pour le travail, je n'ai pas pu lui en parler. Cela l'inquiéterait beaucoup et pourrait affecter son travail. Mon oncle éloigné est un policier local, une personne assez proche et de confiance. Nous avons essayé de retrouver cet homme après cela, mais nous n'avons pas réussi. Il a littéralement disparu dans la nature. Nous avons également demandé au propriétaire du magasin à son sujet, mais il a dit que l'homme était revenu, avait pris son argent et était parti. Personne d'autre n'a prêté suffisamment d'attention à cet homme, donc nous n'avons rien trouvé à son sujet. Je vais à l'université en transport en commun, donc je dois marcher approximativement 1 kilomètre pour atteindre l'arrêt. Maintenant, je prends un autre chemin, l'opposé de la rue qui mène au magasin. Cela prend plus de temps, mais au moins je me sens plus en sécurité. Depuis lors, je ne l'ai pas revu et je n'ai ressenti aucune sensation étrange, ce qui est un soulagement, mais j'ai tout de même un peu de paranoïa chaque fois que je sors. J'emporte toujours du spray au poivre et un porte-clés pointu avec moi. Quant à déménager, nous ne pouvons toujours pas nous le permettre. Peut-être après que j'aurai terminé l'université, mais il me reste encore 3 ans. Cela s'est passé quand j'étais en 3e année d'école primaire. Je pense qu'il ne s'était pas écoulé beaucoup de temps depuis que j'avais fêté mes 8 ans. Ma famille et moi étions partis en balade un après-midi de week-end. C'était une journée ensoleillée et lumineuse. Je me souviens que nous allions rendre visite à mes cousins et que j'étais très excité. Nous n'avons jamais atteint notre destination ce jour-là. Nous avons eu un accident de voiture, un accident vraiment grave. Une voiture dans la voie opposée a dévié de la ligne centrale et est entrée dans notre voie. Elle nous a percutés de plein fouet et notre voiture a été repoussée contre la barrière sur le côté de la route. Nous étions dans une région éloignée, en montagne. Le choc a été si violent que nous avons traversé la glissière de sécurité et nous sommes écrasés contre les rochers sur le flanc de la montagne que nous longeons. J'ai regardé devant moi et j'ai vu ma mère, qui conduisait, penchée en avant dans son siège, les bras ballants de chaque côté. Elle était toujours attachée à son siège. Ma grand-mère était à l'arrière et, une fois que nous nous sommes finalement arrêtés, elle avait la tête appuyée contre le dossier du siège du conducteur. Elle ne bougeait pas. Ma sœur était également dans la voiture. Elle était allongée, face contre terre, dans l'espace réservé au pied des sièges arrière, dans une position étrange, et elle non plus ne bougeait pas. Quant à moi, j'avais insisté pour m'asseoir sur le siège passager avant. La première chose que j'ai ressentie a été une douleur dans la jambe. C'était comme si ma jambe était coincée dans un angle étrange et que je ne pouvais pas la bouger. J'ai regardé devant moi, vers l'avant de la voiture. Le capot était complètement détruit et une fumée noire sortait du métal tordu. Le pare-brise était brisé et les fissures dans le verre ressemblaient à la plus grande toile d'araignée que j'avais vue de ma vie à cet âge. Il y avait du sang dans la voiture, beaucoup de sang. Je pouvais le voir, le sentir, et j'avais presque l'impression de pouvoir le goûter. Je n'étais pas sûr de saigner à ce moment-là. Comme je l'ai dit au début, nous nous étions écrasés sur une route de montagne. Il y avait de nombreuses voitures qui passaient, car ce n'était pas exactement une route tranquille. Ce n'était pas une route avec un trottoir. Il n'y avait pas de place pour que les gens marchent sur les côtés, et il n'y avait même pas de maison dans cette zone. C'était un tronçon de l'autoroute. Les voitures passaient, et je ne savais pas quoi faire, sauf demander de l'aide. J'étais vraiment en panique, comme tu peux probablement l'imaginer, parce qu'il semblait que j'étais la seule personne dans la voiture qui était consciente. La peur m'écrasait dans ces moments-là. Je pense que je ne criais même pas des mots.
J'essayais seulement de faire le plus de bruit possible dans l'espoir que quelqu'un m'entende. J'étais tellement effrayé, mais malgré cette terreur totale, il y avait quelque chose à propos de l'accident qui m'a effrayé encore plus ce jour-là. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est le fait que personne ne s'est arrêté pour voir si nous allions bien. Personne ne s'est arrêté. Je ne peux pas oublier les visages que j'ai vus à travers la vitre brisée et tachée de sang. Ils faisaient que regarder. Je sais que certains d'entre eux ont dû m'entendre crier parce qu'ils ralentissaient et ouvraient les fenêtres. Ces personnes qui passaient sur l'autoroute ne faisaient que regarder dans notre direction avec un intérêt passager ou une curiosité morbide. Pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés pour voir si nous allions bien? Je ne comprends pas. Ils s'en fichaient, ils nous ont juste laissés là pendant que la fumée devenait de plus en plus noire. J'ai senti les larmes salées brûler au coin de mes yeux. Je me sentais si impuissante dans la voiture. Personne ne semblait montrer de signe de réveil, et je ne pouvais pas bouger. Au début, ma jambe me faisait mal, mais maintenant elle commençait à s'engourdir. Je me sentais impuissante. Environ 15 minutes s'étaient écoulées, selon ma meilleure estimation. Cela pourrait avoir été plus long. Ma voix devenait rauque à force de crier et d'appeler. D'autres voitures passaient, et malgré tout, personne ne s'arrêtait. J'étais au-delà de la peur. J'étais, je suppose, désespéré. Mais ensuite, j'ai entendu quelqu'un crier et se diriger vers notre voiture. Miraculeusement, 2 hommes, qui, je suppose, faisaient une excursion dans la région montagneuse proche, sont arrivés en courant vers nous. Ils étaient comme mes anges gardiens ce jour-là, ces randonneurs d'âge moyen. Ils ont appelé une ambulance et sont restés avec nous. Bien que ma mère saignât abondamment, ses blessures n'étaient pas mortelles, même si elle a eu besoin de points de suture. Ma sœur n'a eu que quelques points de suture également, mais elle était très contusionnée et avait de nombreuses coupures mineures. J'ai cru que j'allais perdre ma jambe, mais ce n'était pas si grave, elle n'était que fracturée. Ma grand-mère, cependant, n'a pas survécu. Elle a subi un effondrement du crâne suite à l'accident. La voiture qui nous a percutés appartenait à un couple de personnes âgées. Je me souviens encore de l'apparence de l'homme plus âgé. Il avait le visage très rouge et il semblait qu'il avait bu ou quelque chose comme ça. Je l'ai vu à l'hôpital le plus proche où nous avons été emmenés. Il a hoché la tête en notre direction lorsque je l'ai vu et a dit quelque chose comme « Ah, vous avez survécu, j'imagine. Cela signifie que vous allez bien. C'est bien. » Tout comme les passants sur la route, son intérêt pour les dégâts qu'il nous avait causés était minime. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose d'horrible sur les gens. L'indifférence peut être vraiment glaçante. La plus grande usine de liège du Portugal a ouvert ses portes en 1905 sous le nom de Mund & Sons. C'était vraiment incroyable. Les gens mangeaient, dormaient et vivaient dans le siège de l'usine, qui employait de nombreuses femmes, ce qui était un signe clair des changements à venir. Cependant, avec le temps, les conditions de travail ont commencé à se détériorer. Beaucoup de gens ont perdu des membres en coupant le liège avec d'énormes lames extrêmement tranchantes partout dans l'usine. Certaines personnes sont même mortes. Dans les années 50, un centre médical a été construit près de l'usine pour aider ceux qui en avaient besoin, et cela, à lui seul, a amélioré tous les aspects, y compris les conditions de travail. Plus tard, en 1986, la propriétaire de l'usine, Paula Munde, aussi connue comme la reine du liège, a été brutalement assassinée par son propre amant qui a démembré son corps en morceaux. Ce meurtre horrible, associé au déclin de l'industrie du liège, a poussé son fils, Joseph Mund, à fermer les portes en 1988. Dans les années 90, le lieu était fortement surveillé par des gardes armés, mais des rumeurs d'un loup-garou dans la zone de la voûte ont commencé à circuler. Déjà dans les années 2000, les rondes de nuit furent abandonnées et seules les caméras de sécurité enregistraient les événements nocturnes. Les gardes travaillaient sur le site, au plus, de 6 heures du matin à 11 heures du soir. Cela a incité de nombreux adolescents à tenter de pénétrer dans ce lieu abandonné pour l'explorer. Certains de mes amis y ont trouvé de l'argent, des armes et d'autres objets de valeur qu'ils ont ensuite revendus. Cela les a rendus plus à l'aise et ils ont commencé à prendre des photos à l'intérieur de l'endroit. En 2005, certaines photos étaient troublantes. Dans l'une d'elles, on pouvait voir le visage déformé d'une fille se refléter dans une vitre. N'oublie pas que c'étaient des gamins des rues, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils ont commencé à vivre certaines expériences.
Ils voyèrent des apparitions et entendirent des voix près de la zone de la voûte. Plus tard, ils ont parlé avec des personnes âgées de la ville qui y avaient travaillé, dont beaucoup avaient des doigts amputés. Un jour, quelques années plus tard, la police est entrée dans le bâtiment pour les arrêter avec leurs armes dégainées. Et je pense qu'ils ont arrêté d'y aller. Tout le monde n'a pas été arrêté, mais certains ont dû passer la nuit cachés sous les escaliers ou derrière de vieilles machines. Voici maintenant mon récit. En 2015, j'ai commencé à me lier d'amitié avec l'un des gars qui était entré dans l'usine Mound. Un soir, je lui ai exprimé mon désir d'y aller. J'aurais mieux fait de m'en abstenir. Nous sommes entrés par un chemin de travaux en construction. Je me souviens avoir eu peur en entrant par la porte principale sur le côté, car tout le bâtiment était fermé, bien sûr. Mon frère était là aussi. Il est plus jeune, mais il adorait explorer ces endroits, ce qui me rassurait un peu. Nous n'étions que 3 jeunes à entrer dans un immense complexe fermé avec une caméra ordinaire pour capter la preuve de quelque chose. Je ne pensais pas tellement aux fantômes, mais plutôt à l'usine figée dans le temps. La rue ressemblait à un décor hollywoodien des années 50. Notre ami avait d'anciennes clés qu'il avait, je suppose, prises de la voûte. Certaines ouvraient encore des serrures, et nous sommes entrés dans quelques bâtiments. À mesure que nous avancions dans l'obscurité, nous avons commencé à entendre le bruit des machines en marche. En même temps, mon frère a pris une photo, et une grande brume s'est formée à l'endroit d'où venait le bruit. Nous avons continué, capturant des brumes et des orbes colorés, tout en écoutant les machines fonctionner. J'ai vu quelqu'un nous regarder depuis une fenêtre, tout simplement. Nous avons pris la fuite et sommes entrés dans les toilettes. Nous avons entendu des pas qui approchaient. Nous nous sommes tous préparés mentalement à affronter la police, mais les pas se sont arrêtés juste devant la porte. Il n'y avait personne. Nous avons décidé de rester là un peu plus longtemps, puis nous avons remarqué que la fenêtre où se tenait cet homme n'avait pas de plancher. Il était impossible que quelqu'un soit là. Nous avons de nouveau pris la fuite. Cela devenait un peu trop intense. Mon frère et moi sommes revenus 2 jours plus tard. Nous n'avons même pas atteint les toilettes. Notre capteur infrarouge a affiché des niveaux très élevés puis s'est éteint, tandis que nous voyions 2 énormes orbes de nos propres yeux. Nous sommes revenus quelques jours plus tard avec notre autre ami pour aller dans la zone rouge, où les pires événements étaient supposés se produire. Il y avait des documents bloqués, signés depuis 1980, des machines rouillées, le toit s'effondrant. Tout était dans une obscurité complète. En explorant les sous-sols, le plafond tombait en morceaux, des chauves-souris volaient tout autour, mais nous avons tenu bon, et il ne s'est pas passé grand-chose cette nuit-là, du moins rien de notable. J'étais surpris de voir à quel point les autres gars qui étaient entrés là au début des années 2000 avaient maintenant peur d'y retourner. Nous y sommes retournés quelques fois avec plus de 10 personnes, nous avons vécu quelques petites expériences, mais nous n'avons jamais eu le courage de rester très longtemps. Aujourd'hui, l'endroit est en cours de démolition. C'est triste, mais nécessaire. L'endroit tombait rapidement en ruine. Une nuit, nous y étions, et le lendemain, le toit s'était effondré exactement là où nous étions. Nous n'étions de toute façon pas censés être là, et un sans-abri est récemment mort dans cet endroit, donc il valait mieux l'éviter. On dit que Paula Mundett hante encore le manoir où elle a été assassinée à Sintra, un lieu bien connu pour ses événements paranormaux. La route la plus hantée du New Jersey, Clinton Road. Cela s'est passé il y a quelques années, quand j'étais encore à l'université. Je travaillais au service de nuit dans le lycée local du sud du New Jersey pour gagner un peu d'argent, mais malheureusement, l'horaire signifiait que je ne pouvais pas vraiment avoir de vie sociale en semaine. Un vendredi, avant de me rendre au travail, j'ai reçu un appel de mon groupe d'amis disant qu'ils allaient explorer Clinton Road, connue comme la route la plus effrayante du New Jersey. Évidemment, je ne pouvais pas y aller, alors je leur ai dit de me raconter comment ça s'était passé. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel paniqué de leur part, disant que des choses très étranges leur étaient arrivées. Ils ont décrit ce qui s'était passé, comment ils avaient jeté des pièces de monnaie sur le pont du fantôme enfant, et qu'elles étaient revenues, comment un camion fantôme les avait suivies, et la sensation d'être observés. Je pensais qu'ils exagéraient simplement parce que je n'avais pas pu venir, alors nous avons décidé que nous irions tous ensemble la nuit suivante. Mais cette fois, je pourrais le voir de mes propres yeux, ce que j'allais regretter pour le reste de ma vie. Nous, venant du sud du New Jersey, devions conduire environ 2 heures pour atteindre Clinton Road, donc nous avions beaucoup de temps pour nous exciter et nous effrayer mutuellement.
Je pourrais me décrire comme le type macho du groupe, avec une taille d'1,95 m et pesant environ 120 kg, surtout à l'époque, j'avais l'attitude de « tout cela est inventé, rien ne va nous effrayer ». Comme je me trompais. À peine arrivé, toute l'ambiance a changé de « oh, on va avoir peur » à « oh, attends, c'est vraiment effrayant ». La route se trouve au milieu de la forêt, avec peu de maisons dispersées. La première chose que nous avons vue en arrivant était un petit bâtiment avec l'apparence d'un château. C'est la meilleure façon de le décrire. Et à cause du long trajet, nous avions tous besoin d'aller aux toilettes. Je suis allé à gauche, mon ami Joe est allé tout droit, et mon ami Ford est allé à droite, tandis qu'une autre amie restait sur la route. Après avoir fini, je suis immédiatement retourné avec Ford, mais nous avons remarqué que Joe se dirigeait vers le bâtiment effrayant. J'ai commencé à crier en lui demandant ce qu'il faisait. Il s'est retourné avec une expression choquée. Moi, totalement confus, je lui ai demandé ce qu'il faisait en marchant par là. Joe a juré qu'il m'avait vu derrière le bâtiment lui faisant signe de me suivre à l'intérieur. Alors, naturellement, nous avons tous commencé à avoir peur. Nous nous sommes dirigés vers le pont et j'ai vérifié que tout le monde avait des pièces de monnaie pour m'assurer que personne n'essaierait de feindre quelque chose juste pour me faire peur. Nous avons tous jeté les pièces et il ne s'est rien passé. « Ah, allez les gars, tout ça est dans votre tête, partons », ai-je dit. Alors nous avons commencé à retourner à la voiture. Cling, 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 j'ai entendu les pièces tomber sur la route. Nous avons couru pour vérifier et avons trouvé les pièces sur la route. J'étais 100% convaincu qu'il me jouait un tour, alors j'ai eu l'idée de marquer une pièce pour qu'il ne puisse pas faire semblant. Nous avons jeté la pièce dans l'eau, attendu 5 minutes en silence et rien. Vous voyez les gars ? Allez, partons. Cling, 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 j'ai entendu les pièces sur la route. J'ai fait demi-tour et, à ma grande surprise, c'était la pièce avec les mêmes marques que j'avais faites. J'étais extrêmement effrayé à ce moment-là. Alors nous avons décidé de conduire sur cette route sinueuse dans une voiture de sport flambant neuve. Nous étions tous terrifiés et nous voulions juste partir. Soudain, des lumières sont apparues derrière nous, apparemment de nulle part. Elles ne semblèrent pas attachées à un véhicule. Je ne suis pas un expert en voiture, mais je parierais ma vie que c'étaient les phares d'un vieux camion qui se rapprochait de plus en plus, alors que nous accélérosions et prenions les virages à grande vitesse, si rapidement qu'un camion récent ne pourrait même pas tenir. Soudainement, les lumières ont disparu. Alors maintenant, tous en panique, nous avons décidé de nous arrêter pour chercher notre sortie sur la carte. Silence total, sans autre lumière que nos propres phares éclairant la forêt. Puis, nous avons entendu le typique gémissement d'un fantôme féminin. Et, bien sûr, avec cela se trouvait la classique femme en robe blanche debout dans la forêt, juste à côté de notre voiture, et elle a lâché le cri le plus fort que j'ai jamais entendu de ma vie. Nous crions aussi à ce moment-là, essayant de partir de là le plus vite possible. Une fois que nous avons enfin atteint les routes principales, nous avons décidé d'enquêter un peu plus sur cette route. Apparemment, le camion fantôme tente de faire en sorte que les gens aient un accident dans le virage appelé Dead Man's Curve. De nombreux corps y ont été trouvés enterrés, victimes du fameux tueur surnommé Iceman. Sur le chemin du retour, nous étions si téméraires que nous voulions revenir la nuit suivante. Soudain, nous sommes passés devant une vieille église en ruine qui semblait ne pas avoir été utilisée depuis 50 ans. Et, bien sûr, le panneau à l'avant disait « Vous avez besoin de Jésus ». Inutile de dire que je n'y suis jamais retourné. Et, jusqu'à aujourd'hui, mon groupe d'amis refuse encore de parler de ce qui s'est passé cette nuit-là sur Clinton Road. Une petite histoire. Je suis d'origine japonaise et chaque année, je rends visite à ma famille dans le nord du Japon et participe à l'Obon, qui est un peu comme le jour des morts au Japon lorsque les esprits des défunts viennent visiter le monde des vivants. Pendant cette période, j'ai décidé de visiter un peu Tokyo et, pour faire court, après avoir marché un moment hors de la ville, j'ai commencé à monter une montagne voisine et j'ai découvert un cimetière de taille considérable. Étant un jeune de 16 ans à l'époque, j'ai décidé d'explorer et de voir quelle famille était enterrée là-bas. Il devait être environ 3 heures de l'après-midi, il faisait une chaleur écrasante, et les arbres dispersés ici et là dans le cimetière offraient une ombre bienvenue pour me rafraîchir un peu. Après environ 10 minutes d'exploration des anciennes pierres tombales, j'ai remarqué quelques détails étranges. Premièrement,
Il semblait que je m'étais en quelque sorte perdu dans le cimetière. Je dois dire que j'ai un excellent sens de l'orientation, et j'ai retrouvé mon chemin dans de nombreuses forêts, montagnes, aéroports et autres endroits. Le cimetière lui-même avait une partie centrale plus basse et était entouré de murs, donc je pense que j'étais dans la partie la plus basse, car à l'horizon je ne voyais que des tombes. Deuxièmement, il faisait de plus en plus sombre. Comme je l'ai dit avant, il devait être environ 3 heures de l'après-midi, donc c'était vraiment étrange, et les alentours prenaient de cette teinte jaunâtre qu'on voit au crépuscule. Si je peux me permettre une petite parenthèse culturelle, le crépuscule est appelé Tassogaridoki en ancien japonais, et on dit que c'est le moment intermédiaire où des choses étranges se produisent. Ce n'est pas un bon moment pour être entouré de tombes. Troisièmement, j'avais de plus en plus froid, pas comme si j'étais plongé dans une piscine glacée, mais plutôt comme quand on est en pleine montagne et qu'on sent un peu de froid s'infiltrer à travers les fentes de son manteau. Après cela, j'ai commencé à voir des ombres étranges ou quelque chose dans le coin de mes yeux. Très étrange, parce que je ne ressentais pas de panique ni rien. Je pouvais les observer calmement. Elles se déplaçaient comme les anciennes lampes à lave, très délibérément, et parfois elles semblaient avoir une forme humaine ou ressembler à de grands visages. Je marchais vers elles en pensant que si elles pouvaient me faire du mal physiquement, je pourrais sûrement leur donner un coup, mais c'était comme un mirage, elles vacillaient en bougeant. Après un moment, j'ai commencé à sentir que j'étais en danger. J'avais de plus en plus froid, et c'est alors que j'ai vu un moine qui semblait très surpris de me voir là, car selon lui, le cimetière aurait dû être fermé à cette heure-ci. Il m'a ramené à l'entrée, et je lui ai dit que c'était ouvert quand je suis entré. Il m'a informé qu'il avait été près de l'entrée toute la journée, et qu'il ne m'avait pas vu passer. J'ai supposé qu'il pensait que j'étais entré par une brèche, alors je lui ai raconté tout ce que j'avais vu et ressenti. Au début, il semblait très surpris, puis il m'a dit de regarder l'heure. Il était 16h10 de l'après-midi. Cela signifiait que j'avais été là pendant environ 3 heures. Ensuite, il m'a dit que je ne devrais pas être là alors que le soleil se couche, que j'aurais pu être emporté par un kamikakushi. Bref, ce fut mon expérience très étrange. Le cimetière se trouvait à l'est de Kyoto, près de la montagne Shanuka. Cela s'est passé lorsque j'étais au lycée, un mercredi soir. Habituellement, les mercredis, j'assistais à un groupe de jeunes dans mon église et ma mère avait sa soirée entre filles avec sa propre mère. Elles jouaient aux cartes, regardaient la télévision ensemble et ainsi de suite. Cela signifiait que nous ne rentrions pas avant environ 9 ou 9h30 chaque mercredi. Pour une raison quelconque, ce soir-là, nous avons toutes deux décidé de rester à la maison. J'étais en bas, dans la chambre de ma mère, au sous-sol, regardant la télévision avec elle. Nous avions aussi un colocataire à ce moment-là, qui avait une chienne nommée Cinnamon. Le colocataire n'était pas là ce soir-là, c'était un oiseau de nuit, donc quand il n'était pas là, Cinnamon dormait avec l'une de nous. À cette époque, je dormais sur un lit futon de taille normale, donc même si c'était un peu serré pour moi et une grande pitbull, je profitais toujours de l'occasion pour qu'elle dorme avec moi. C'était, et c'est toujours, une chienne adorable. Il devait être environ 8h ou 8h30. Il faut noter que, normalement, nous ne serions pas à la maison à cette heure-là, et notre colocataire non plus. J'ai décidé d'aller me coucher. La disposition de la maison était la suivante. On montait un escalier, on arrivait sur un palier, on montait un autre escalier, et on pouvait voir la cuisine, le salon et la porte d'entrée. Cinnamon et moi montions les escaliers vers ma chambre, et juste en arrivant sur le palier, elle a aboyé fort et s'est mise à courir à toute vitesse en haut des escaliers. J'ai levé les yeux et je l'ai vue traverser la cuisine à toute vitesse. Et à ce moment-là, notre porte d'entrée s'est ouverte d'un coup, elle a frappé le mur et j'ai vu un homme habillé tout en noir, avec une capuche et des gants noirs, sortir en courant par la porte, passer par l'entrée du porche, descendre les marches et s'éloigner sur le trottoir. Cinnamon est resté à aboyer à la porte moustiquaire qui donnait sur le porche. Tout s'est passé très vite, avec du bruit et un choc. C'était l'hiver et il faisait sombre, donc je n'ai pas pu voir grand-chose d'autre car tout s'est passé si vite, mais j'ai couru, j'ai verrouillé la porte d'entrée, j'ai mis le verrou et j'ai ensuite emmené Cinnamon avec moi dans ma chambre, où j'ai aussi fermé la porte à clé. J'ai appelé ma mère depuis l'étage et je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle m'a seulement dit de verrouiller la porte et de rester dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi.
J'étais attentive au moindre bruit ou pas en dehors de ma fenêtre, et je jurerais avoir entendu quelques sons. Mais au final, il ne s'est rien passé d'autre. J'ai passé la nuit blottie contre Cinnamon, en la remerciant de m'avoir protégée et d'être une pitbull intimidante, même si elle avait toujours été si douce. Je ne l'oublierai jamais. J'ai grandi en faisant de la randonnée et du camping dans l'est du Canada, et j'ai eu quelques rencontres rapprochées avec des animaux. La première fois, j'avais environ 14 ans, et je pêchais avec mon père par une chaude journée de fin d'été. Nous n'avions pas de chance après environ 1 heure, alors nous avons rangé notre matériel et avons commencé à remonter la colline que nous avions descendue pour rejoindre le ruisseau. En montant la colline, soudainement, un grand ours noir est sorti des buissons, à environ 10 mètres devant nous. Il s'est dressé et nous a regardés. Puis, il a commencé à courir vers nous à toute vitesse. Nous avons commencé à crier et à agiter les bras alors que l'ours chargeait à une grande vitesse. J'étais sûr qu'il allait nous attaquer, quand, à environ 3 mètres de nous, il a soudainement tourné à gauche et s'est enfui en courant. Ma deuxième rencontre a eu lieu à 16 ans, alors que je campais seul une nuit froide de décembre sous une pleine lune. Je pense que le fait que ce soit l'hiver m'a probablement sauvé. J'étais accroupi en train de m'occuper de mon feu quand j'ai senti que quelque chose m'observait. Je savais que je n'étais pas seul. J'ai entendu quelque chose s'approcher en courant par derrière, brisant la couche de glace sur la neige à environ 5 mètres de distance. J'ai sauté sur mes pieds, je me suis retourné et j'ai crié d'une rage primitive comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Puis j'ai entendu comment, quoi que ce soit, reculait vers d'où c'était venu, puis se déplacer sur le côté. Ensuite, j'ai entendu d'autres craquements venant d'une certaine distance de l'autre côté. C'est alors que j'ai décidé de partir et de laisser la majorité de mon équipement derrière moi. J'ai utilisé mon sac à dos pour me protéger au cas où quelque chose bondirait sur moi. Quand je suis revenu le lendemain, j'ai su ce que c'étaient les empreintes dès que je les ai vues, des coilous. Dans l'est du Canada, les coyotes sont beaucoup plus grands et agressifs car ils se croisent avec des loups. Ma troisième rencontre s'est produite alors que je conduisais un véhicule tout-terrain. J'ai tourné un coin et là, il y avait une femelle orignale. Elle a dressé tout le poil de son dos et a fait quelques pas vers le véhicule, mais en accélérant le moteur, ça l'a dissuadé. Honnêtement, selon mon expérience, les humains sont plus dangereux. Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser de spray anti-ours contre un animal, mais une fois il m'a sauvé d'une personne. Je campais dans un hamac et j'ai remarqué qu'il y avait un homme d'apparence clochard qui m'observait à une dizaine de mètres à travers les buissons. Je lui ai crié pour lui demander ce qu'il faisait là et lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise et que je voulais qu'il parte. Il s'est approché, furieux que j'ai eu l'audace de lui demander de partir, et a sorti une petite hachette, criant presque de manière incohérente et la brandissant en l'air. Alors j'ai sorti le spray et l'ai aspergé de toute la bombe, puis je suis parti rapidement. Le spray m'a un peu affecté et m'a fait pleurer les yeux, mais le type était totalement handicapé et ne représentait plus une menace. Il criait et se tenait le visage, avançait de quelques mètres, se frottait le visage un peu, et puis avançait de nouveau de quelques mètres. Je suis une femme de 41 ans, mais quand j'avais 20 ans, j'étudiais à l'université dans le nord-est de la Pennsylvanie. Je vivais hors du campus et j'avais un emploi à temps partiel dans le centre commercial local. Le centre commercial se trouvait à un peu plus d'1,5 km de là et je faisais régulièrement le trajet à pied pour aller et revenir du travail. Le centre commercial fermait généralement à 9 heures du soir et je finissais mes tâches de fermeture et commençais à rentrer chez moi aux alentours de 9h30, voire 10 heures au plus tard. Parfois, un collègue acceptait de me raccompagner, mais la plupart étaient des lycéens que leurs parents venaient chercher. Un soir, je marchais comme d'habitude en direction de chez moi. Il n'y avait presque personne dans le centre-ville jusqu'à ce que j'approche de la partie du campus par laquelle je devais passer pour arriver chez moi. Cette nuit-là, j'étais à seulement quelques rues du centre commercial lorsque j'ai remarqué une camionnette garée au coin de la rue. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Il y avait toujours quelques voitures garées là. La camionnette semblait être allumée et ses phares étaient allumés. En m'approchant, j'ai remarqué que la porte latérale coulissante était ouverte. Cela a attiré mon attention
mais j'ai supposé que quelqu'un devait charger ou décharger quelque chose pour l'un des commerces locaux de la rue. Juste au moment où je passais à côté de la camionnette, il y a eu soudain du bruit à ma gauche. Il semblait qu'un homme était accroupi derrière une benne à ordures et courait directement vers la porte ouverte de la camionnette. Le plus effrayant, c'est que j'étais juste entre lui et cette porte ouverte. Il a essayé de me pousser à l'intérieur de la camionnette. J'ai crié, et je pense que je peux attribuer ma maladresse totale et mon manque de coordination à ce qui s'est passé ensuite. J'ai trébuché et vacillé de peur, alors quand il m'a frappé, j'étais déjà à moitié en train de tomber par terre. La force avec laquelle il m'a poussé a fait que seule ma tête et mes épaules ont terminé à l'intérieur de la porte ouverte, tandis que la majeure partie de mon corps restait dehors, au sol. Je me souviens qu'il m'a attrapé par la taille et essayé de me soulever pour me tirer à l'intérieur de la camionnette, mais j'étais tellement désorienté que je faisais poids mort. Puis il a sauté sur moi dans la camionnette, a pris une poignée de mes cheveux et a essayé de me soulever du sol pour me faire entrer dans la camionnette. C'est à ce moment-là que les phares d'une voiture qui tournait au coin ont brièvement illuminé la scène, et j'ai pu voir que c'était un homme blanc avec un sweat à capuche noire. En voyant la voiture, j'ai crié encore plus fort et j'ai commencé à agiter les bras frénétiquement. J'ai entendu les freins de la voiture grincer et le type a lâché mes cheveux. J'ai reculé rapidement et ce salaud a claqué la porte de la camionnette et, quelques secondes plus tard, il est parti en trombe. Une adorable dame polonaise aux cheveux blancs était celle qui venait dans la voiture et avait tourné au coin au moment exact pour me sauver. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit que j'étais en sécurité maintenant, et c'est alors que je me suis rendu compte que je criais encore. Elle s'est assise avec moi sur le trottoir, puis m'a accompagné jusqu'à sa voiture. Les téléphones portables étaient encore relativement nouveaux, et ni elle ni moi n'en avions. Elle m'a emmené au poste de police et est restée avec moi pendant que je répondais aux questions et déposais une plainte. Autant que je sache, ils n'ont jamais attrapé l'homme. Ma colocataire, qui avait une voiture, m'a permis de l'utiliser chaque fois que je devais aller au travail après cet incident, et je n'ai plus jamais marché dans le centre-ville après cette nuit-là. J'ai fait des cauchemars pendant un certain temps, et je ne peux m'empêcher de penser à ce qui aurait pu m'arriver. Je suis une petite femme. Il y a un type dans la salle de sport que j'ai remarqué me suivre pendant que je fais de l'exercice. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il rôdait plus longtemps que d'habitude. J'ai terminé ma routine et j'ai vu qu'il était assis dans sa voiture. Je suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné, mais il a essayé de se baisser pour que je ne le voie pas en passant. Je l'ai laissé passer devant moi et suis allé au supermarché. Quand je suis sorti, il était garé à quelques places de distance, accroupi, mais aussi en train de m'observer. Je pouvais le voir, et cela m'a donné la chair de poule. Je suis monté dans ma voiture et j'ai commencé à rentrer chez moi. Il m'a suivi tout le chemin jusqu'à mon appartement. J'ai couru à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Je l'ai vu faire le tour de mon parking 3 fois. Mon complexe d'appartement a beaucoup de portes, donc je ne pense pas qu'il sache laquelle est la mienne. Alors la question est, que dois-je faire maintenant? À noter que cette histoire n'est pas la mienne, mais celle de ma mère, à la fin des années 80. C'est une histoire courte, mais après toutes ces années, j'y pense encore. Ma mère passait une soirée ordinaire dans son appartement. Elle avait un petit chien teckel nommé Rocky, son seul compagnon de chambre. Pour contextualiser un peu, ma mère est une belle femme blonde, souvent complimentée pour son apparence. Elle avait récemment déménagé dans cet endroit pour échapper à une relation devenue amère. En quelque sorte, c'était un nouveau départ. Ce soir-là, en se préparant pour dormir, elle se dirigea vers la porte d'entrée pour laisser Rocky sortir faire ses besoins. Quelque chose l'a poussée à jeter un coup d'œil par la fenêtre d'abord, juste une seconde, mais cela suffisait pour suivre son intuition et regarder rapidement dehors. En se penchant, elle vit un homme debout devant sa porte, regardant directement l'entrée. Personne n'avait frappé à la porte ni fait le moindre bruit. Il était simplement là, comme s'il attendait qu'elle ouvre la porte, exactement comme elle s'apprêtait à le faire. Ma mère a immédiatement appelé la police, et, quand les officiers sont arrivés, l'homme avait déjà disparu. Elle n'avait pas pu bien le voir car il faisait sombre, et même si le type agissait de façon extrêmement suspecte et effrayante,
les policiers ne pouvaient pas faire grand-chose, à part surveiller un peu les lieux et chercher l'homme. Cette nuit-là, une amie est venue passer la nuit avec ma mère et elle est restée à ses côtés pour le reste de la soirée. Ce n'est pas une histoire effrayante à proprement parler, mais je me souviens très bien de quand elle me l'a racontée, alors que j'avais une vingtaine d'années. Je frémis en pensant à ce qui aurait pu se passer si elle avait ouvert la porte. J'ai eu l'impression que cette personne savait que ma mère vivait seule. Qui sait ? C'était peut-être quelqu'un qui s'était trompé de porte ou qui faisait une blague de très mauvais goût et qui n'a jamais assumé sa responsabilité. Ma mère a toujours été forte comme un roc. Peut-être que cela va aussi de pair avec l'intelligence et la confiance en ses instincts. Échapper à la routine dans une cabane perdue dans les bois de Washington semblait parfait, idéal pour me détendre et trouver la paix après des mois de travail épuisant. J'ai réservé une petite cabane dans une zone très isolée et entourée d'une végétation dense, où le seul bruit que j'entendrais serait celui des feuilles et des branches craquantes. La cabane était située à la lisière d'une vaste zone boisée qui donnait l'impression de s'étendre à l'infini. De l'autre côté, une seule route reliait le village le plus proche, à environ 30 minutes en voiture. Je m'imaginais des jours de tranquillité totale, sans interruption et loin des regards étrangers. C'était un plan parfait, du moins je le pensais. Le mardi, jour de mon arrivée, le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le ciel d'un orange profond, alors que je m'approchais par le chemin de terre menant à la cabane. Elle était un peu vieille, avec des murs en bois sombre qui craquaient à chaque pas sur le porche. Autour de la cabane, des sentiers se cachaient parmi les arbres, et bien qu'il y ait des voisins relativement proches, la végétation était si dense qu'on ne pouvait voir aucune autre construction. En déchargeant mes affaires de la voiture, j'ai ressenti un malaise inattendu. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais c'était comme si des yeux invisibles étaient fixés sur mon dos. Je me suis retourné, essayant de me calmer. Peut-être était-ce simplement l'excitation d'être dans un endroit si isolé. Au loin, à travers une clôture usée, j'ai aperçu une autre cabane, encore plus vieille que la mienne, comme une coquille sombre et tordue au milieu des broussailles. Soudain, j'ai remarqué une silhouette debout sur le seuil de cette cabane, m'observant en silence. Ce n'était qu'une ombre dans la pénombre, mais on pouvait distinguer que c'était un homme. C'était étrange qu'il ne me rende pas mon salut quand j'ai levé la main, dans un geste amical. Je suis resté là, le regardant un moment avant de me tourner et de rentrer dans ma cabane, essayant d'ignorer l'inconfort qu'il me provoquait. Je me suis convaincu que ce n'était qu'un voisin curieux, quelqu'un qui voulait s'assurer que le nouveau locataire ne causerait pas de problème. Les 2 premiers jours furent tranquilles. J'ai exploré les environs et trouvé quelques sentiers menant à un petit lac caché parmi les arbres. Je passais mes matinées à marcher et mes après-midi dans la cabane, à lire ou à écrire dans mon journal. Le soir, je m'asseyais sur le porche pour profiter du silence et de l'obscurité. Cependant, cette tranquillité fut troublée lorsque j'ai commencé à remarquer des choses étranges, comme des bruits de pas dans la végétation, juste à la limite de mon champ de vision. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'animaux, peut-être un cerf ou un raton laveur. La deuxième nuit, alors que je me préparais à dormir, j'ai entendu quelque chose dehors, près de la cabane. C'étaient des pas lents et lourds, presque traînants, qui semblaient faire le tour de la cabane. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu quelqu'un debout près de la porte, de dos, immobile. L'homme regardait vers la forêt, mais de temps en temps, il tournait la tête vers ma cabane. Je me suis figé. Il n'était pas normal que quelqu'un soit là à cette heure, et encore moins qu'il regarde ma cabane de cette manière. Finalement, il s'est tourné et est retourné vers sa cabane sans même me regarder directement, comme s'il était en transe. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, et quand j'ai fini par m'endormir, j'ai fait des rêves troublants, remplis de silhouettes sombres qui m'observaient depuis les profondeurs de la forêt. L'atmosphère de tranquillité que j'avais tant désirée s'évaporait peu à peu et était remplacée par une inquiétude que je ne pouvais pas chasser. Le lendemain matin, j'ai décidé de confronter mes voisins pour clarifier la situation. Peut-être serait-il préférable de me présenter officiellement, de leur faire savoir que j'étais simplement là pour me détendre, que je ne causerais pas de problème. Je me suis approché de la cabane voisine. Il y avait des déchets éparpillés autour de l'entrée et une odeur rance s'en dégageait. J'ai frappé à la porte et attendu. Après quelques instants,
La porte s'est ouverte et un homme jeune, d'apparence négligée et portant un t-shirt sale, m'a regardé fixement. Il était impossible de ne pas remarquer la froideur dans ses yeux. « Bonjour, je suis Ramon », dis-je d'une voix tremblante. « Je suis dans la cabane là-bas et je voulais simplement me présenter. » Il ne répondit pas, inclinant seulement la tête, comme s'il m'étudiait. Derrière lui, dans la pénombre de la cabane, j'ai pu distinguer l'homme barbu qui avait observé ma cabane la nuit précédente. Il me fixait, et un sourire tordu se dessina sur son visage, révélant des dents jaunâtres et tachées. J'ai senti ma peau se hérisser, comme si j'étais face à un prédateur observant sa proie. L'homme à la porte finit par sourire d'une manière étrange, un sourire qui ne monta pas jusqu'à ses yeux. Puis, il referma la porte sans dire un mot. Je suis retourné à ma cabane en me sentant encore plus mal à l'aise qu'auparavant, avec la nette impression que quelque chose n'allait vraiment pas. Cette nuit-là, la peur est devenue réalité. Il était presque minuit quand j'ai entendu un bruit métallique contre la porte de la cabane, suivi d'un coup sec. Je m'approchai lentement et par une petite fente dans le rideau, j'ai vu l'homme barbu dehors, frappant la porte avec le manche d'une hache comme s'il s'agissait d'un jeu. « Sors, Ramon, je veux te voir », dit-il dans un murmure, suffisamment fort pour que je l'entende, mais d'un ton qui glaçait le sang. Je reculai, sentant un nœud se former dans mon estomac. J'essayais d'appeler le 911, mais je n'avais pas de réseau. Les coups contre la porte devenaient de plus en plus insistants. Il savait que j'étais à l'intérieur. Mes mains tremblaient alors que je cherchais désespérément une sortie. Finalement, j'ai décidé que la seule option était de m'enfuir par la fenêtre arrière et de fuir dans la forêt. Avec beaucoup de précautions, j'ai ouvert la fenêtre et sauté au sol, en essayant de ne pas faire de bruit. Je me suis mis à courir entre les arbres, ma respiration rapide et saccadée, chaque pas me paraissait insuffisant. Je ne savais pas s'il me suivait ou si j'étais seul, mais je ne voulais pas m'arrêter pour le découvrir. Après quelques minutes, je me suis arrêté pour reprendre mon souffle et j'ai entendu des feuilles craquer derrière moi. Je me suis retourné et, à une vingtaine de mètres de distance, il y avait l'autre homme, le même jeune homme qui avait ouvert la porte de la cabane. Il avait un sourire tordu et ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et de malveillance. « Où crois-tu aller ?» demanda-t-il d'une voix moqueuse, tout en tenant un couteau dans sa main. Sans réfléchir, j'ai tourné les talons et recommencé à courir, espérant trouver un endroit où me cacher, ou, mieux encore, un chemin qui me mènerait hors de la forêt. Mais plus je courais, plus il me semblait que la forêt se refermait sur moi. Je me sentais piégé, comme si j'étais dans un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Après ce qui m'a semblé des heures, mes jambes ont commencé à fléchir et ma vision se brouillait. Dans un moment de désespoir, j'ai trébuché et suis tombé par terre, ma tête heurtant une pierre. À peine conscient, j'ai senti quelqu'un s'approcher. L'homme barbu se tenait au-dessus de moi, me regardant avec une expression de triomphe. Soudain, il leva la hache et avant que je puisse réagir, je ressentis une douleur intense quand il me coupa un doigt. « C'est pour que tu te rappelles qu'on ne joue pas avec moi », murmura-t-il en se penchant vers moi. Mes forces m'abandonnèrent et l'obscurité commença à m'envahir. Tout semblait perdu, jusqu'à ce que, au milieu de mon évanouissement, j'entende des voix et vois des lumières de lampes torches. C'étaient des gardes forestiers, en patrouille dans la région. En voyant l'homme, lui et son compagnon prirent la fuite, me laissant là, suspendu et blessé. Finalement, j'ai réussi à survivre, mais cette rencontre m'a laissé des cicatrices profondes, tant sur mon corps que dans mon esprit. Je n'ai jamais remis les pieds dans une forêt seule. Parfois, dans le silence absolu de la nuit, je ressens le même frisson, et dans mes rêves, je revis cet instant, entendant encore les paroles de ces hommes, comme un écho lointain qui me poursuivra toute ma vie. C'est l'histoire de la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie, et croyez-moi, j'en frissonne encore en y repensant. Jamais je n'aurais pensé qu'une telle chose pouvait m'arriver dans ma propre maison, l'endroit censé être sûr, où l'on se sent protégé de tout. Tout a commencé de la manière la plus ordinaire, lors d'une nuit comme les autres, dans ma petite maison tranquille en périphérie. Je vivais seul depuis quelques années, dans un quartier assez calme. Ma maison était entourée d'autres habitations, mais de vastes jardins et des arbres les séparaient, donnant une fausse impression de solitude. Comme chaque soir, je m'étais préparé à dîner,
J'avais lancé un film et m'étais installé sur le canapé pour me détendre avant d'aller me coucher. Il faisait sombre dehors et les lumières du salon étant allumées, mes fenêtres ressemblaient à des miroirs de là où je me trouvais. À un moment donné, j'ai levé les yeux et j'ai cru voir une ombre passer rapidement devant la fenêtre du patio. J'ai eu un léger sursaut, mais j'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination ou, au pire, un des nombreux animaux qui rôdent habituellement. J'ai continué à regarder le film, bien que mon attention soit désormais partagée. J'avais la sensation que quelqu'un, ou quelque chose, m'observait depuis l'obscurité à l'extérieur. Lorsque le film s'est terminé, je me suis levé pour éteindre les lumières. Juste en m'approchant de l'interrupteur, j'ai entendu un bruit sourd à la fenêtre. Je me suis figé. C'était comme si quelqu'un avait frappé légèrement le verre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai essayé de rationaliser la situation, peut-être le vent ou une branche. J'ai tenté de garder mon calme et j'ai continué d'éteindre les lumières, bien que je me sentais de plus en plus mal à l'aise. En me retournant pour aller dans ma chambre, mon regard s'est automatiquement dirigé vers la fenêtre du salon. C'est alors que je l'ai vu. Un homme, debout, me regardant depuis l'autre côté. Une faible lueur provenant d'un lampadaire lointain éclairait légèrement son visage, juste assez pour que je puisse le voir. Il avait le visage collé contre la vitre, une expression que je ne peux décrire autrement que comme troublante. Je suis resté pétrifié, complètement incapable de bouger. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, à nous regarder, jusqu'à ce que, dans un élan, je parvienne à me ressaisir et à courir vers la porte de ma chambre, que j'ai fermée et verrouillée derrière moi. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. J'ai composé le numéro d'urgence, mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. De l'autre côté de la porte, j'ai entendu un coup, suivi d'un rire bas et rauque. J'ai appuyé le téléphone contre ma poitrine, retenant mon souffle. Je voulais que ce son cesse, que ce soit mon imagination, mais ce n'était pas le cas. Le rire s'est arrêté et j'ai entendu des pas qui s'éloignaient. Comme s'il avait changé d'objectif, je l'entendais maintenant à la porte d'entrée. Finalement, j'ai repris un peu de contrôle et j'ai appelé la police, essayant de parler à voix basse pour qu'ils ne m'entendent pas. La police m'a demandé de rester silencieuse et de ne pas quitter ma chambre. Ils m'ont dit qu'ils arriveraient bientôt, mais l'attente semblait interminable. Malgré les minutes qui passaient, je pouvais entendre ses pas et des coups sur les fenêtres. On aurait dit qu'il inspectait chaque recoin de ma maison, comme s'il cherchait un moyen d'entrer. À un moment, j'ai pensé qu'il était peut-être parti, mais soudain, j'ai entendu un coup fort contre la fenêtre de ma chambre. Je me suis approché lentement de la porte et j'ai regardé par le trou de la serrure. Il était là de nouveau, me regardant. Ses yeux étaient sombres et on aurait dit qu'il prenait plaisir à me voir effrayé. Puis, comme s'il voulait jouer avec moi, il a déboutonné son pantalon et a commencé à se montrer à travers la fenêtre, sans détourner son regard de moi. J'ai ressenti un mélange de dégoût et de terreur si intense que j'ai dû détourner le regard. Je me suis accroupie et je suis restée au sol, tremblante, priant pour que la police arrive bientôt. Finalement, j'ai entendu les sirènes au loin. À travers les rideaux, j'ai vu les lumières rouges et bleues illuminer la rue. C'est alors que l'homme a disparu de la fenêtre, comme s'il savait que son temps était écoulé. Peu de temps après, la police a frappé à ma porte et moi, le corps encore tremblant, je leur ai ouvert. Ils ont fouillé toute la maison et ses environs, mais ils n'ont trouvé personne. Cependant, juste à côté de la maison, sous la fenêtre où je l'avais vu pour la dernière fois, ils ont trouvé un sac en plastique. Lorsqu'ils m'ont raconté cela, une sensation de panique m'a envahi à nouveau. Dans ce sac, il y avait plusieurs seringues, des médicaments inconnus, un scalpel rouillé et un couteau. Ils m'ont dit qu'il était probable que l'homme ait laissé ces objets comme un avertissement, mais ils n'ont jamais réussi à le retrouver ni à l'identifier. Depuis, je n'ai plus jamais ressenti la sécurité dans ma propre maison. C'est l'histoire de la façon dont une tragédie dans ma vie s'est transformée en une bénédiction inattendue et m'a redonné espoir. Je m'appelle Pierre et je viens d'un petit village dans la province de Buenos Aires. À cette époque, je vivais avec ma femme et mon petit garçon, Santiago, un enfant joyeux et plein d'énergie qui nous remplissait de vie tous les deux. Mais il y a plus de 20 ans, ma vie,
ainsi que celle de nombreux autres parents, a changé à jamais. C'était une période sombre, durant laquelle des enfants disparaissaient presque chaque semaine. Un cauchemar que nous avons vécu dans notre chair. Mon fils Santiago a disparu un après-midi d'été. Il était sorti jouer avec d'autres enfants du quartier pendant que je terminais ma journée de travail dans les champs. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma femme en état de désespoir. Nous avons parcouru chaque recoin du village, les champs et les chemins, mais il n'y avait aucune trace de lui. Les autorités ont fait ce qu'elles pouvaient, ou du moins, c'est ce qu'elles disaient. Mais après plusieurs jours de recherche et sans aucune réponse avec le temps qui passait, elles nous ont laissés seuls avec notre douleur. Des années sont passées sans nouvelles de Santiago. La tristesse et l'incertitude sont devenues une partie de notre vie. Avec le temps, j'ai décidé que j'avais besoin de recommencer, ne serait-ce que pour donner un peu de répit à ma femme et pour essayer de trouver un peu de paix. J'ai trouvé un travail dans la capitale, Buenos Aires, comme jardinier dans la maison d'un militaire à la retraite. C'était un homme assez réservé, sérieux, mais avec le temps, j'ai remarqué qu'il avait bon cœur. Il m'a demandé de déménager dans une petite maison au fond de sa propriété pour être toujours disponible. Et comme à ce moment-là, je n'avais que mes vêtements et quelques outils, j'ai accepté. L'homme avait un enfant qui était toujours à la maison, que tout le monde appelait Nico. Dès le premier jour, ce garçon et moi avons eu une connexion spéciale. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon fils en regardant Nico. Bien que les années passent, la blessure de la disparition de Santiago ne se refermait jamais, mais d'une certaine manière, la compagnie de Nico me redonnait un peu du bonheur que j'avais perdu. Chaque après-midi après l'école, l'enfant venait s'asseoir avec moi pendant que je travaillais dans le jardin. Il adorait voir comment je plantais, comment je soignais les fleurs et les entretenais. Il me posait toutes sortes de questions et parfois, il m'aidait même à porter les outils. Un jour, alors que nous déjeunions à table, le militaire, mon patron, m'a demandé de parler de ma vie et pourquoi j'avais décidé de venir dans la capitale. J'ai osé lui raconter une partie de mon histoire, de la vie dans les champs et de la tragédie que nous avions subie avec la disparition de mon fils. Je n'ai pas pu retenir mon émotion et il m'a écouté attentivement, en silence. À la fin, il m'a mis une main sur l'épaule et m'a dit qu'il était vraiment désolé pour ce qui s'était passé. Dès ce moment-là, notre relation a changé. Elle est devenue plus chaleureuse et il m'a traité avec plus de proximité. Avec le temps, mon patron a commencé à me confier des détails de sa vie, chose qu'il ne faisait avec personne d'autre. Un soir, après un dîner tranquille, pendant que Nico était déjà parti se coucher, il m'a fait une confession que je n'oublierai jamais. Il m'a raconté que Nico n'était pas son fils biologique. Il l'avait acheté il y a de nombreuses années à un homme dans un village de l'intérieur pour lui offrir une meilleure vie, car sa femme ne pouvait pas avoir d'enfants et ils désiraient tous deux former une famille. J'ai senti un nœud dans la gorge en entendant que le village où il l'avait acheté était le même que celui où je vivais. Il a commencé à me raconter comment était l'enfant quand il était petit, comment il avait cette habitude de poser des questions sans fin et la manie de se toucher l'oreille gauche quand il était nerveux. En l'écoutant, mon cœur s'est mis à battre fort. Ses gestes, ses manies, étaient les mêmes que mon fils Santiago avait. Il était impossible de ne pas faire le lien, mais la peur de me tromper ou de provoquer un conflit avec mon patron m'a retenu. J'ai passé des nuits blanches à réfléchir, essayant de rassembler le courage nécessaire. Finalement, un jour, j'ai osé lui demander un entretien privé. Je lui ai raconté mon histoire, comment Santiago avait disparu, les détails qui coïncidaient avec Nico. Au fur et à mesure que je parlais, je me préparais à une réaction négative, voire à perdre mon travail, ou pire, à une confrontation. Cependant, sa réaction m'a laissé sans voix. Il m'a regardé dans les yeux et avec une voix douce et compréhensive, m'a dit qu'il comprenait parfaitement ce que je traversais et que, en fait, il avait lui aussi eu des doutes sur les origines de Nico à plusieurs reprises. Après cette conversation, nous avons commencé à élaborer un plan ensemble. Sa première suggestion a été de ne rien dire à Nico immédiatement, car cela pourrait le troubler et affecter sa stabilité. Il m'a promis de m'aider à établir un lien étroit et naturel avec l'enfant, mais sans éveiller ses soupçons. Au fil des années, nous sommes devenus plus que patrons et employés. Nous sommes devenus amis et confidents. De manière inattendue, un jour, mon patron, qui voyait désormais Nico comme son fils, m'a confié qu'il n'avait pas de famille proche ni d'héritier. Il m'a proposé une idée qui, à ce moment-là, m'a semblé folle. Il voulait que, le moment venu, Nico hérite de tout ce qu'il possédait, y compris la maison où nous vivions. Non seulement cela, mais il m'a demandé de permettre que mon nom soit associé à celui de Nico pour garantir son avenir.
J'ai refusé plusieurs fois, submergé par tant de générosité, mais il a insisté jusqu'à ce que j'accepte. Le jour est enfin venu où, après des années à vivre comme une famille, nous avons décidé de dire la vérité à Nico. Nous étions tous les trois dans le bureau de mon patron. Nous lui avons expliqué, avec prudence et des mots simples, l'histoire de ses origines, et nous lui avons mentionné que la personne qui l'avait vendu était désormais en prison. Nico a écouté en silence, et bien qu'il fût manifestement surpris, il n'a pas montré de rejet. Il a accepté la vérité avec une maturité que je ne m'attendais pas à voir chez un enfant de son âge. Nous avons vécu ensemble pendant plusieurs années dans cette maison, formant une famille atypique mais sincère. Quand mon ami, mon patron, est tombé malade, nous avons été à ses côtés à chaque instant, le soutenant et prenant soin de lui. Avant de nous quitter, il a laissé une lettre exprimant ses dernières volontés. Dans celle-ci, il disait que tous ses biens reviendraient à Nico et que la maison, le lieu que nous avions partagé comme famille, resterait à mon nom en tant que son meilleur ami. C'est une histoire que j'ai toujours du mal à raconter sans avoir la gorge nouée. Jamais je n'aurais imaginé qu'après tant de douleurs et tant d'années de recherche, je retrouverais mon fils d'une manière si inattendue.